Bien, donc je vous propose qu'on commence la troisième session de la journée avec trois interventions. Première intervention de Salia Boussedra sur Lucien Sèvres et la question de l'individu. Salia est docteur de l'Université de Strasbourg et elle enseigne à l'UNEL. Ensuite, Théo Favre-Rochex qui interviendra sur la question de savoir en quel sens le marxisme est-il une idéologie, philosophie et politique dans la pensée de Lucien Sèvres. Et Théo Favre-Rochex est doctorant en philosophie à Paris 1. Et puis une troisième intervention de Luc Vincenti, qui est professeur à l'université de Montpellier 3, qui travaille notamment sur les rapports entre la pensée du XVIIIe siècle et le marxisme, et qui présentera une conférence sur l'émancipation du sujet. Voilà, donc je te donne la parole, Salia. Merci beaucoup, Isabelle. Je voudrais commencer déjà par remercier les organisatrices et les organisateurs de cet événement, les remercier également de me faire l'honneur de cette invitation. Alors j'espère ne pas trop vous décevoir, parce qu'en fait je vais essayer de mettre en pratique l'appel de Lucien Sèvres consistant à revenir incessamment à Marx, et pour le coup c'est effectivement ce que je vais faire, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'est-ce que Lucien Sèvres a apporté à mon travail de recherche, voilà. Et notamment comment il m'a aidé à lire Marx avec, disons, un nouveau regard. Donc je vais essayer durant le temps qui m'a imparti d'expliquer la manière dont Sèvres a pu éclairer, voire guider mon travail de recherche, en particulier dans le cadre de ma thèse de doctorat, qui a largement traité d'une question particulière, qui est celle du lumpenprolétariat chez Marx. Le lumpenprolétariat, c'est le prolétariat en haillons. J'expliquerai par la suite pourquoi je me suis intéressée à cette question. Alors je voudrais préciser d'entrée de jeu ici que je ne vais pas citer forcément, que je ne vais pas revenir de manière précise à l'œuvre de Lucien Sèvres, en citant tel passage déterminant pour mon travail, pour la raison suivante, parce que j'ai découvert l'œuvre de Sèvres un peu sur le tard, quand mon travail de thèse était déjà pour partie bien avancé, et je me suis, comme qui dirait, plongée dans son œuvre que j'ai lue avec beaucoup d'intérêt, voire passionnément. Et c'est dans le cadre de ces lectures, comme celle de Aliénation et Émancipation, pour n'en citer qu'une, que j'ai finalement, si je puis dire, entendu son insistance à attirer notre attention sur la question de l'individu, mais évidemment l'individu chez Marx, en disant comment cette question a beaucoup d'importance au sein de l'œuvre de Marx. Et à ce propos, on remarquera que constamment Sèvres revient dans son œuvre en réexpliquant les raisons tout à la fois de son rapport à la psychologie. Alors ce matin, ça a été tellement abordé que ça devient presque banal de le dire, à la psychanalyse, à Sartre, puis à sa découverte de Marx et de Politzer, à son adhésion au Parti communiste français. Bon. Ces éléments biographiques, comme il les nomme, reviennent régulièrement pour faire comprendre sa démarche. Son insistance autour de la question de l'individu a fini par aiguiser mon attention, mon regard. Et il se trouve que dans le cas de ma thèse, qui se voulait être une lecture exégétique de l'œuvre de Marx, la lecture de Sèvres a beaucoup contribué. Voilà pour l'idée globale. Maintenant, je vais essayer d'expliquer plus concrètement les effets de l'œuvre de Lucien Sèvres sur mon travail de recherche. Et en effet, dans le cas de ma thèse, je me suis trouvée confrontée au problème suivant. D'abord, comment définir le lumpenprolétariat de Marx, puisqu'en fait, c'est ça que je trouve intéressant chez Sèvres, c'est que, alors aujourd'hui, on a critiqué on a critiqué en tout cas, ont été abordés les manques certains manques dans la théorie, notamment psychologique de Sèvres, mais Sèvres, pour moi, je le perçois plutôt comme celui qui comble Marx, c'est-à-dire qui vient expliquer ou expliciter ce qui ne l'a pas été dans l'œuvre de Marx, que ce soit la question des catégories, la question. Et pour ce qui est du lumpenprolétariat, en effet, il n'y a pas vraiment chez Marx de définition à proprement parler. Donc, c'était une difficulté d'expliquer ce qu'est le lumpenprolétariat chez Marx. Et ensuite, il s'agissait de s'assurer de ne pas enfermer les individus du lumpenprolétariat dans une identité
de s'assurer de ne pas faire de ces individus une essence ou des individus qui appartiendraient à un état définitif. Dans ce cadre, la lecture de l'œuvre de Sèvres m'a en effet permis de faire apparaître plusieurs types d'individus ou d'individualités dans l'œuvre de Marx, en particulier dans l'idéologie allemande, vers laquelle Sèvres renvoie également. Alors, voilà, premier exemple de ce que Sèvres m'a apporté, c'est cette fameuse phrase de Marx, enfin il y en a beaucoup, hein, mais c'est celle selon laquelle les individus partent d'eux-mêmes pour expliquer qu'ils sont à l'origine des classes sociales, et tout le travail que va faire Marx dans l'idéologie allemande avec Engels pour renverser l'idée que ce sont les classes sociales qui produiraient les individus ou qui seraient presque à l'origine des individus, en disant que c'est l'argument ou la vision qu'ont les philosophes des classes sociales. Et tout ça, il va complètement le démonter, à la faveur de la critique qu'il fait de Stirner, qui attire son attention sur la question de l'individu. Donc, un des problèmes auxquels on est confronté consiste à comprendre ce qui fonde la différence entre donc le prolétariat et le lumpenprolétariat. Alors, grosso modo, je fais une pause pour expliquer, pour que ce soit un petit peu plus clair. Ma thèse, en fait, a porté sur la question de la manière dont la position de Marx par rapport à l'abolition ou non-abolition de la prostitution, savoir si la prostitution relève d'un travail ou pas. Dans une époque contemporaine, dans une actualité contemporaine, où on utilisait Marx pour dire qu'au fond, il aurait été favorable à la prostitution, qu'il aurait été pour reconnaître que c'était un travail comme un autre. Chose qui me paraissait absolument improbable. L'enjeu, ou le problème, c'est que dans les manuscrits de 1944, les prostituées font partie du prolétariat. À partir de l'idéologie allemande, c'est-à-dire un an plus tard, elles font partie du lumpenprolétariat. Sauf que Marx n'explique pas ce que c'est que le lumpenprolétariat. Et donc, il m'a fallu comprendre quelle est la différence entre le lumpen et le prolétariat. Et la question déterminante, c'était qu'est-ce que c'est quelle est cette différence et qu'est-ce que c'est que le travail, à partir de quand on peut parler d'un travail, à partir de quand il n'est pas question de travail. Voilà, voilà la question. Et l'un des premiers points d'accroche qui a pu me servir de fil conducteur sont ces deux citations de Marx dans l'idéologie allemande, selon lesquelles, je cite, je vous l'ai dit, les individus partent d'eux-mêmes, et cette citation à travers laquelle Stirner, surnommé ici San Pancho, est vertement critiqué, je cite, la phrase que l'on retrouve souvent chez San Sancho est au fond la même que celle qui affirme que le bourgeois n'est qu'un exemplaire du genre bourgeois, une phrase qui présuppose que la classe des bourgeois existe avant les individus qui la constituent. Donc là encore, je trouve ça assez fabuleux quand on se souvient de l'insistance de Lucien Sèvres sur la croyance qui a déterminé les communistes, sur cette fameuse phrase selon laquelle, qui avait été comprise à l'envers, que le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous, qui avait été compris comme le libre développement de tous est la condition du libre développement de chacun. Et c'est cette voilà, ici, pour le coup, je trouve que cette phrase qui dit que ce sont les individus qui précèdent les classes sociales, et je la trouve pour le coup extrêmement intéressante. Donc ces deux passages qui peuvent sembler anodins sont en réalité fondamentaux pour ma compréhension de Marx et la manière dont il va fonder la différence entre le prolétariat et le lumpen, ou le lumpenprolétariat, ou pour le dire autrement, pour comprendre ce qui fonde l'appartenance à une classe sociale et ce qui en exclut. D'après ce passage, les individus sont le point de départ des classes sociales elles-mêmes. Je vais y revenir, mais je voudrais dire d'emblée qu'il est fort probable que je vous l'ai dit, sans l'insistance de Sèvres sur la question de l'individu chez Marx, j'aurais pu ne pas m'arrêter à ces mêmes phrases ou ne pas leur donner toute l'importance qu'elles revêtent en réalité. En somme, la lecture de Marx conduit à comprendre d'une part que les ouvriers ou les bourgeois ont d'abord été des individus avant d'être des membres, et je reviendrai sur ce mot, d'une classe sociale, et d'autre part que dans le lumpenprolétariat, on ne trouve que des individus stricto sensu. Dans le lumpen, je vais dire lumpen, ça va aller plus vite. Dans le lumpen, il n'y a que des individus et rien d'autre. Ici, comme nous pouvons le voir, les choses déjà se compliquent. Il y a donc d'un côté des individus qui précèdent
les classes bourgeoises et prolétaires et qui donnent des ouvriers et des bourgeois. Et il y a des individus qui restent des individus, c'est-à-dire des individus qui ne dépassent pas le stade, en vérité, ici de la conscience individuelle. Mais alors, comment opérer ici des distinctions? Quelle différence y a-t-il entre les ouvriers qui sont des individus à l'origine des classes sociales et les individus du lumpenprolétariat condamnés à ne pas dépasser le stade de l'individu? Pourquoi les uns vont devenir des membres de classe sociale et être envisagés comme des membres du prolétariat ou de la bourgeoisie, quand les autres seront exclus de toute appartenance de classe? De nouveau, il est possible de voir ici l'influence de Sèvres. En effet, la différence entre les individus qui relèveront de classe sociale et ceux qui en seront exclus tient à des raisons matérielles et sociales. Donc là, c'est pas simplement la question de l'individu, c'est toute l'interprétation marxiste voilà, qui va faire de l'essence humaine. Cela tient à la manière, Sèvres, cela tient à l'interprétation que Sèvres va faire de Marx, je précise, cela tient à la manière dont les individus vont se répartir au sein des forces sociales. Pour le dire très simplement, une partie non négligeable des ouvriers vient également de la plèbe. Donc, on voit bien que ici, la différence entre les individus à l'origine n'est pas fondamentale, puisque ouvriers, membres de la classe ouvrière comme individus du lumpen, viennent en partie à l'origine de la plèbe. Pour être exact, la plèbe chez Marx renvoie à la décomposition du monde féodal, aux vagabonds, anciens paysans ayant perdu leurs terres et condamnés à errer, avant que ne se développent véritablement les manufactures et qui viennent grossir le rang des prolétaires. Les prolétaires sont donc à la base des individus arrachés à toute leur appartenance pour devenir des individus sans aucune attache, ce que Marx appellera le travailleur libre. Mais en étant enrôlés en tant qu'ouvriers, en devenant ouvriers, ils ont été de facto, et c'est là que vont commencer à se jouer les différences, connectés de facto à l'ensemble des forces productives, précisément par la place qu'ils se mettent à occuper en tant que travailleurs. En tant qu'individus, et cela est vrai pour tous les types d'individus chez Marx, tous les individus sont portés à l'origine par un intérêt individuel. Ça aussi, bon, je ne vais pas le développer ici, mais c'est les apports de certains matérialistes qui le conduisent à prêter un intérêt à chaque individu. Bon, ce sont les moralistes bourgeois, je pourrais les appeler comme Helvétius notamment. Et dans le contexte qu'il décrit, ils sont également portés, ces individus, par des logiques de concurrence. La concurrence dans les rapports sociaux de la société capitaliste sont constants, permanents, conditionnent l'ensemble des rapports sociaux. Cette concurrence est vraie pour les bourgeois entre eux, pour les ouvriers entre eux, elle est encore plus vraie pour les individus du lumpenprolétariat, puisque pour ces derniers, la concurrence se présente comme littéralement indépassable. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant du côté des ouvriers ? L'entrée à l'usine des individus venus notamment de la plèbe implique plusieurs choses. D'abord, les différents ateliers de la manufacture sont connectés entre eux, puisqu'on a besoin que l'un ait fini sa tâche pour que l'autre puisse entamer la sienne. Cela implique d'emblée une connexion qui se fait sur le plan des conditions de travail, des outils de travail au sein de la manufacture. Donc là, sur un plan strictement matériel. Dans ce cadre, il y a une connexion des travailleurs, une connexion qui repose sur la place qu'ils occupent dans ce travail, et une connexion qui se fait par leurs différents travaux. Mais cette connexion, c'est un lien négatif, car ils sont encore dans des rapports de concurrence, les uns par rapport aux autres. Vous le verrez, en vérité, la concurrence des ouvriers ne la dépasse que quand ils sont enrôlés dans des luttes communes. Mais l'enrôlement au sein des forces productives permet à ces individus d'occuper des positions communes et de prendre, même négativement, conscience qu'ils sont liés, connectés entre eux, qu'ils occupent la même position. Cette connexion matérielle, d'abord au sein des manufactures, puis par la suite dans les fabriques, est fondamentale car elle sera la base du renforcement des liens entre les ouvriers qui les conduira à se parler, se plaindre de leur niveau de salaire, de leurs conditions de travail, plaintes ou colère qui peuvent conduire jusqu'à la grève. La grève, ou ce que Marx appelle la lutte commune dans l'idéologie allemande, devient alors le véritable moment de la formation d'une conscience commune, d'une conscience de classe, du sentiment d'appartenir à une communauté de classe. Dans ce cadre, les intérêts des multiples individus enrôlés dans le monde du travail coagulent, c'est-à-dire les intérêts individuels portés par ces différents individus coagulent, ils prennent conscience d'eux-mêmes dans le cadre de lutte commune et développent alors une conscience commune de classe et intérêt général de classe qui vont progressivement conduire dans le temps à l'institutionnalisation de cet intérêt général commun. Un intérêt général commun de classe qui sera un outil indispensable dans la lutte des classes qui mèneront contre la bourgeoisie. Ça sera déterminant, en effet, ça fera toute la différence avec les individus du lumpen, dont les intérêts ne coagulent jamais. Donc,
ils ne peuvent pas se faire confiance, grosso modo, si je devais le simplifier. C'est cette institutionnalisation de l'intérêt de classe sous la forme de l'existence d'une classe sociale qui donne l'impression aux philosophes, dont parle Marx, que je cite Marx, la classe précède les individus. Et c'est précisément ce qu'il critique dans l'idéologie allemande en disant que les individus sont à l'origine des classes sociales. Maintenant, du côté de l'individu, du Lumpen. Ce phénomène de coagulation des intérêts individuels en intérêts communs, à l'occasion de luttes communes, ne se produit pas pour les individus du lumpenprolétariat. Ce phénomène ne se produit pas pour une raison finalement simple. Les différentes activités typiques de ce que Marx appelle le lumpen ne sont pas connectées entre elles et ne sont pas vouées à se connecter entre elles. Sur le plan matériel en fait. Que ce soit les activités du vagabond, du mendiant, du délinquant, à chaque fois il s'agit d'actes ou d'activités isolées et isolantes. Il s'agit d'activités qui sont coupées en vérité de ce que Marx appelle les forces productives. Cette absence de connexion sur le plan déjà matériel empêche les individus du lumpen de dépasser les logiques de concurrence entre les différents, qui existent entre les différents intérêts individuels. L'absence de connexion de leur activité sur le plan matériel retire toute possibilité d'avoir une base ou un socle commun sur lequel pourrait se fonder un intérêt commun de classe. Cet isolement des individus du lumpen implique que même lorsqu'ils se soulèvent, et Marx évoque à plusieurs reprises des révoltes ou soulèvements du lumpenprolétariat, leurs soulèvements sont de simples révoltes qui ne mènent nulle part. Ces révoltes peuvent être fortes, voire puissantes, mais elles n'aboutissent à aucun résultat. En somme, elles retombent comme des soufflets. C'est que la base matérielle qui leur permettrait de faire coaguler leur intérêt individuel pour les amener plus loin, pour établir par exemple des rapports de confiance, pour les amener à former une conscience commune, leur manque. Ils ne dépassent alors jamais la conscience strictement individuelle à laquelle ils sont réduits. Là encore, l'insistance de Lucien Sèvres à voir la question de l'individu dans l'œuvre de Marx se donne pleinement à entendre. On peut voir que son insistance à attirer notre regard sur cette question nous conduit en effet à envisager les différentes figures que prend l'individu, parce que finalement, ce n'est pas qu'un individu, c'est différents types d'individus voilà, qu'on découvre finalement chez Marx. En outre, l'intérêt de l'œuvre de Sèvres repose également sur la manière dont il critique sans relâche ce que nous pourrions appeler une essentialisation ici des individus, du lumpenprolétariat par exemple. Pour en appeler, bon alors ça a été largement dit, donc ça je ne vais pas le commenter, mais pour en appeler soit avec Politzer à une psychologie enchâssée dans l'économie, soit à une lecture de l'essence humaine en tant qu'elle est connectée aux rapports sociaux. Là encore, l'apport de Sèvres dans la lecture de Marx n'a pas été négligeable. Je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. On pourrait se demander si une réduction à la conscience strictement individuelle n'est pas en tant que telle des individus du lumpen, une essentialisation de ces individus. Je fais une petite parenthèse. Pourquoi je pose cette question en fait, et pourquoi j'en viens à la question de l'essence humaine, de l'apport de Sèvres et de la 6e thèse sur Feuerbach, c'est parce qu'il faut lire quand même les mots de Marx sur le lumpen. Ils sont pas tendres, ils sont assez violents. Et si on n'a pas de recul sur le texte de Marx, on pourrait croire en effet que ce sont des individus essentialisés finalement dans son approche condamnée. Il parle de Gueux, de Hayon. Enfin, il a pas sa langue dans sa poche comme chacun sait quand il s'agit de Marx. Et donc pour moi, c'était important de savoir finalement. Est-ce que cette appartenance au lumpen, c'est une essence, c'est une condamnation, ou bien est-ce que c'est une situation qui leur est faite? Et pourquoi je dis ça? Parce que, bon là je ne le développe pas, mais dans la je le dis pas là, mais dans la caractérisation qu'il fait des individus du lumpen, il y a aussi des dimensions qui sont celles de la résistance au monde du travail, et la question de l'énergie. Grosso modo, il dit que la différence entre le prolétaire et l'individu du lumpen, c'est que le prolétaire a la capacité de résister aux conditions que lui impose la bourgeoisie à l'usine, et que ces conditions auxquelles il résiste sont formatrices. Il parle de l'école du travail dans la Sainte Famille, alors que le lumpen n'est pas capable d'y résister parce qu'il n'en a pas l'énergie, et c'est pourquoi il est mis hors des forces productives, il est jeté hors du monde du travail, et finalement il vit quelque part des restes du monde du travail. La question c'est de savoir, voilà, est-ce que c'est essentiel ou pas, et là encore, pour moi, l'apport de Sèvres n'a pas été négligeable, donc on peut comprendre avec Marx que
l'appartenance de tel individu au lumpen ne le condamne pas à cette appartenance. Cet individu en question n'est pas voué irrémédiablement à appartenir au lumpen, comme si le lumpen était son destin ou comme si ce dernier relevait de son essence. L'individu du lumpen prolétariat arrivé à sa seule conscience individuelle n'est d'abord que le fruit de telle situation donnée. Et c'est en fait pour moi en tout cas le mot situation qui a été déterminant dans l'approche de cette question. Il est vrai que l'individu du lumpen peut être qualifié de gueux, il peut être réduit à une situation des activités qui n'ouvrent sur aucune possibilité d'émancipation, ça fait aussi sa caractéristique contrairement à l'ouvrier, et il est présenté comme ayant perdu toute faculté de résistance, mais pourtant il ne relève pas pour autant d'une essence pour Marx et Engels, notamment dans l'idéologie allemande. Ce n'est certainement pas une essence qui caractérise les individus du lumpen, une essence qui conduirait à croire, par exemple, qu'ils seraient radicalement et définitivement différents de ceux qui sont engagés au sein des forces productives. Lorsque Marx approche la question du lumpen, c'est toujours à partir d'une situation, c'est toujours une situation déterminée, dans laquelle tel individu déterminé est engagé, qui seul permet, après coup, à l'analyse de dresser un portrait caractéristique de ce type d'individu. L'approche des auteurs de l'idéologie allemande se construit à partir des conditions objectives, matérielles, dans lesquelles tel ou tel type d'individu est inséré et qui relève d'une situation déterminée. Contre une vision idéaliste qui consisterait à abstraire les individus des conditions dans lesquelles ils sont insérés et par lesquelles ils existent véritablement, les auteurs de l'idéologie allemande ont une approche qui consiste à envisager systématiquement les individus en tant que ces derniers sont engagés dans des circonstances et conditions déterminées. Les individus du lumpen n'échappent pas à cette approche. La vie de ces individus est en effet réduite à la plus violente des abstractions, abstractions tout à fait réelles, puisqu'ils sont même coupés des moyens d'entrer en relation avec les autres individus, puisqu'ils sont déconnectés des forces productives. Il n'en demeure pas moins qu'ils restent bien inscrits, engagés ou insérés dans des conditions matérielles qui peuvent seuls rendre compte de leur situation. Cette approche des individus par les auteurs de l'idéologie allemande explique pourquoi ils peuvent dire par ailleurs qu'une partie de la plèbe a été absorbée par les forces productives dans le cadre du développement du mode de production capitaliste. Je cite, « La floraison rapide des manufactures, notamment en Angleterre, c'est-à-dire les vagabonds, absorbera peu à peu. » Fin de citation. 5 minutes, hein. Waouh. Ok, je vais essayer d'accélérer. Mais une fois que nous avons posé cette distinction entre les individus des classes sociales, ouvriers ou bourgeois, et les individus du lumpen, en montrant comment ils se distinguent, puis après avoir montré brièvement que relever du lumpen pour un individu n'est pas réductible à une essence, mais relève d'une insertion dans une situation donnée, quelle différence pouvons-nous faire entre ces différents types d'individus? En somme, pouvons-nous dire, est-ce qu'on peut dire que l'individu qui est devenu ouvrier ou bourgeois est un individu plus développé ou plus abouti que l'individu du lumpen? La question est un peu difficile, mais ce qui ressort là encore de l'approche de l'individu par Marx, c'est que si l'individu du lumpen est réduit à sa dimension strictement individuelle, l'individu enrôlé au sein des forces productives et qui sera le futur ouvrier est lui pris dans les contradictions entre son existence individuelle et son existence collective. Il est pour partie divisé entre un intérêt particulier, son intérêt en tant qu'individu, ou un peu plus largement l'intérêt de sa fraction de classe, ou enfin l'intérêt général de classe. Et dans le cadre de cette appartenance de classe, l'individu ouvrier n'est jamais que le membre d'une classe sociale. Or, rien n'est plus négatif a priori que ce terme de membre chez Marx, car le membre désigne ici un individu qui relève du développement de la division du travail, individu amputé de la quasi-totalité de ses facultés, et dont l'appartenance de classe peut être envisagée comme subie. En somme, on pourrait dire que l'ouvrier membre d'une classe sociale est l'exact opposé d'un individu des individus librement associés. Les ouvriers doivent non seulement, en effet, résister aux conditions de travail imposées par la bourgeoisie, mais ils doivent aussi, et je pourrais dire hier comme aujourd'hui, résister aux liens de type négatif que continue de leur imposer la bourgeoisie en raison des conditions dans lesquelles elle les pose. Ces conditions qui sont toujours celles de la concurrence. Il y a donc bien quelque chose de subi aussi dans l'appartenance à une classe sociale qui fait de l'individu un membre dominé de haut en bas, si je puis dire, d'une part par l'esprit du nous, de la communauté de classe qui peut être écrasant, et d'autre part, parce qu'il est un peu comme, c'est à la fin qu'il est approprié par l'esprit du nous, et qu'il est conditionné par la classe sociale, à partir de l'institutionnalisation de l'intérêt de classe. Mais au départ, ils sont à l'origine des classes sociales, comme je vous l'ai dit. Et d'autre part, par les conditions matérielles dans lesquelles on peut être posé en tant qu'individu.
Reste alors aux ouvriers, en effet, à résister à ce qui leur est imposé, en inversant la vapeur, en transformant les liens négatifs de la concurrence en rapport de solidarité, en autorisant le libre développement de tous les individus au sein de la communauté de classe, en somme, en ouvrant au développement d'individus capables de librement s'associer, individus qui ne sont plus liés négativement par la concurrence ou ce qui s'impose à eux comme la classe sociale, mais qui choisissent et reconnaissent ces liens précisément comme un besoin qui leur est essentiel, comme ce qui est justement leur besoin. En somme, Lucien Sèvres m'aura permis de mettre en lumière la mise en place par Marx d'une véritable typologie des individus. Cette typologie débute par le portrait que nous dresse Marx de ceux que nous pouvons nommer les individus primitifs. Je ne reviens pas trop dessus, c'est ceux qui précèdent la formation des classes sociales. Ils sont présentés chez Marx essentiellement dans la phase logique qu'il élabore pour penser le développement de la division du travail. Ces individus primitifs, le propre qui les caractérise, c'est qu'ils n'existent pas encore en tant qu'individus, mais qu'ils font encore un avec la communauté ou la tribu. Il existe déjà une forme de division du travail, mais elle reste encore très peu développée. Ici, il n'y a pas de classe sociale, mais il y a des rapports de domination des hommes sur les femmes, mais également rapport de domination de la communauté qui est propriétaire de ces individus. Le développement de cette typologie dans l'idéologie allemande est envisagé à l'aune de deux concepts, celui de l'inégalité sociale et celui de la domination. En procédant à la genèse à la fois logique et historique de la formation des classes sociales, Marx cherche à mettre en lumière cette production de la vie qui avait jusque-là été envisagée comme anhistorique. Ce faisant, il cherche à montrer comment les rapports de domination et par la suite les rapports de classe sont de nature sociale. En posant que les classes sociales, tout comme les rapports de domination, ont une origine sociale, Marx peut alors poser que ces derniers pourront être abolis. Je vais un peu vite. Et pour cela, Marx procède à la présentation du développement de ces différents types d'individus. J'ai bientôt terminé. Aux deux extrêmes, on a de cette typologie se tiennent les individus de la communauté primitive, d'un côté, et à l'autre extrême, les individus communistes du prolétariat révolutionnaire de l'autre. Entre ces deux extrémités, l'individu primitif, l'individu communiste, on a trois types d'individus. Les individus en tant qu'ils sont membres d'une classe sociale. Deuxièmement, les individus qui relèvent de la paysannerie. Vous savez que ce n'est pas tout à fait une classe sociale. Enfin, les individus du lumpenprolétariat. Si on nous excluant les individus de la communauté primitive, tous les autres types d'individus ont pour caractéristique commune de vivre les rapports sociaux, de même que leur activité, sous le mode de la contrainte. Ces mêmes types d'individus précède la formation des individus communistes du prolétariat révolutionnaire. Si la contrainte caractérise les premiers, c'est au contraire la liberté qui caractérise les rapports du prolétariat envisagés dans sa phase communiste révolutionnaire. Les types d'individus qui forment une communauté d'intérêt dans le cadre de l'institutionnalisation de la classe bourgeoise ne le font véritablement que sous le mode de la contrainte. C'est poussé par la contrainte, Marx ne cesse d'insister sur ce point, que ces individus deviennent les membres d'une classe. Il en va de même pour les individus enrôlés dans le prolétariat, bien que ce dernier soit encore en cours de formation. En devenant les membres d'une classe, c'est la personnalité de ces individus qui leur est dans une certaine mesure arrachée. En subsumant les individus sous sa domination, la classe sociale participe à réduire, voire amputer l'expression de la personnalité de ces individus pour lui donner une forme conforme aux intérêts de la communauté de classe. Ce n'est donc pas en tant qu'individu ou personnalité, c'est bientôt fini, singulière que ces individus existent et s'expriment, mais c'est seulement en tant qu'ils sont réduits à n'être plus que les membres d'une classe sociale. Le propre du développement qui caractérise ce type d'individu se produit selon Marx dans le passage d'une société d'ordre à une société de classe. Ce développement des individus s'inscrit dans le développement de la propriété privée lorsque cette dernière s'émancipe de la propriété foncière pour devenir une pure propriété privée. Dans la société d'ordre, où il y a des États, la personnalité du noble ou du roturier, pour reprendre un exemple de Marx, reste attachée à la branche de la division du travail dont cet individu relève, de même que le capital reste attaché à un État. Dans ces conditions, la séparation pourtant à l'œuvre n'apparaît pas encore à la lumière du jour. L'appartenance de cet individu à un État semble inséparable de son individualité. C'est, comme le dit Marx, une qualité inséparable de son individualité. Avec les bon, je vais peut-être... Ouais. Allez, je conclue, tant pis. Non, mais je vais conclure très brièvement. J'ai essayé de passer brièvement en revue les éclairages que Lucien Sèvres m'aura apporté. Disons que j'ai essayé de prendre Sèvres au sérieux et d'aller étudier
plus précisément la question de l'individu, la manière dont elle est prise très au sérieux par Marx, avec lequel on peut dégager différents types d'individus et avec lequel on voit bien que l'étude de ces différents types d'individus est importante si on veut justement travailler au libre développement de chacun comme condition du libre développement de tous. J'en perds mes mots. Bien, merci beaucoup. La parole